On va vous inviter au premier rang quelques instants, si vous voulez bien, pour l'accueil de Madame la Présidente de Croissance Plus. Mesdames et messieurs, nous allons proposer à Audrey Louaille d'accueillir le ministre Bruno Le Maire avec ces quelques mots au pupitre. Merci d'applaudir votre présidente, Audrey, s'il vous plaît. Ma chère Audrey. Alors, Monsieur le Ministre, je vous remercie et souhaite vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir pris le temps de venir échanger avec les entrepreneurs de Croissance Plus dans cette salle aujourd'hui. Alors, nous avons en commun, Monsieur le Ministre, la passion des livres et de la littérature. Donc, en préparant cet échange, je ne pouvais que me pencher sur votre dernier ouvrage qui est paru le 20 mars dernier. Donc, voilà, et j'ai trouvé un point commun entre nos entrepreneurs et vous. Notre engagement, chevillé au corps, ne pas compter ses heures, ses déplacements, ses nuits blanches pour porter les projets qui nous animent. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de lucidité sur les problèmes de la France. Notre déficit de compétitivité, le poids de la protection sociale sur les salaires, l'excès de normes, la dette abyssale et la nécessité d'arrêter de financer tout le temps la politique du carnet de chèques. On retrouve aussi des idées qui nous sont très chères chez Croissance Plus et que nous portons sans relâche dans le débat public. La valeur du travail, d'une part, comme seule réponse durable à l'amélioration du pouvoir d'achat et par conséquent favoriser des mesures visant à valoriser le travail, l'activité sur notre sol et à limiter son coût. Vous dites d'ailleurs au sujet du SMIC qu'il ne doit pas être la norme et il doit rester un filet de sécurité. Je me permettrai d'insister sur l'importance de valoriser la formation, le travail qualifié, et pour éviter le nivellement par le bas, conserver les exonérations sur le bandeau famille, absolument essentiel aux emplois industriels. La transition énergétique, d'autre part, et la nécessité de défendre nos intérêts industriels et climatiques, d'avoir la capacité de se battre à armes égales avec nos concurrents américains ou chinois. Nous militons chez Croissance Plus pour que soit adoptée une démarche d'achat responsable et la mise en place d'une clause de proximité dans les appels d'offres visant à mentionner l'origine géographique des produits ou services proposés, mais aussi évaluer annuellement la démarche à travers une note de souveraineté. J'insiste sur le fait que cette mesure, elle est gratuite, elle est facile à mettre en place et elle est bénéfique pour tout l'écosystème. Le financement. Le financement, ensuite, et la nécessité de mettre en place des moyens suffisants permettant aux entreprises d'innover et d'être compétitives. Je vous cite, Monsieur le Ministre, « Pour que tous les Arthur Mensch restent en France, nous devons donner aux créateurs d'entreprises le moyen de lever des fonds à hauteur de centaines de millions ou de milliards d'euros. » Nous avons porté lors de notre dernière audition au Sénat des mesures pour favoriser le financement des entreprises en valorisant là aussi les actions simples à mettre en place et à moindre coût pour l'État. Et sur ce point, je souhaiterais juste attirer votre attention sur le besoin de porter une politique volontariste sur la reprise ou la transmission de nos sociétés. Notre modèle français ne peut pas seulement être basé sur la création de start-up, sur des technologies de rupture, quand on sait que sur 10 ans, 650 000 entreprises sont concernées par une problématique de transmission au vu de l'âge du dirigeant, et la moitié se verront mettre la clé sous la porte, faute de repreneurs. Monsieur le ministre, je vous cède la parole, mais avant cela, je vous renouvelle nos remerciements et l'engagement de tous les entrepreneurs de Croissance Plus en soutien et pour le développement de notre économie française dans le cadre d'une politique de l'offre qui seule sera en mesure de nous aider à mettre en place un cercle vertueux de la croissance. Je vous remercie. Merci Gabriel. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Alors ça fait plaisir de voir autant d'enthousiasme. Moi je suis habitué à l'Assemblée nationale. On se fait insulter de la première à la dernière question. Donc ça fait plaisir de retrouver des gens responsables qui ont le sourire aux lèvres et qui vous accueillent bien. C'est suffisamment rare. On viendra après aux questions, mais je suis certain que vous les poserez plus poliment qu'elles sont posées par les députés. Je ne vais pas citer les sénateurs qui sont évidemment toujours beaucoup plus polis. Un mot peut-être, je vais être très, très bref pour qu'on puisse échanger et avoir le temps de prendre les questions. Ça fait 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances. Nous avons engagé, avec l'aide de Croissance Plus, j'y reviendrai, un certain nombre de changements
radicaux de l'économie française. Nous avons allégé la fiscalité, baissé l'impôt sur les sociétés, baissé les impôts de production. Nous avons formé, qualifié, créé des emplois industriels, ouvert de nouvelles filières industrielles. Donc je pense que la base est là. Et que la base de la transformation économique de notre pays, aujourd'hui, elle doit nous permettre d'avoir des perspectives très positives devant nous. Ensuite, on s'est pris deux chocs. Deux chocs comme il en arrive assez peu dans une vie économique et dans une vie politique. Le Covid, puis le choc inflationniste. On en sort tout juste. Et l'année 2024, de ce point de vue-là, c'est l'année de la convalescence. Nous sortons de la crise inflationniste, nous nous redressons après la crise du Covid, et les choses ne sont pas encore totalement stabilisées. L'inflation, elle est sous les 3%, je m'étais engagé. La croissance reste positive, mais les taux d'intérêt restent très élevés. On a pris, vous êtes tous ici des techniciens, 300 points de base. En 2 ans, ça n'était jamais arrivé. Donc la décrue des taux d'intérêt vers le milieu de l'année 2024 doit vous permettre d'avoir accès à des financements plus faciles, des investissements et des consommateurs qui aujourd'hui sont extraordinairement attentistes parce qu'avant de consommer, ils se disent j'attends de voir ce que vont donner les conditions de financement et les taux d'intérêt. Mais je pense que la fin de l'année 2024 sera bien plus positive et que les années 2025 et 2026, elles, seront très solides économiquement et vont vous permettre de redémarrer très fort et très positivement. Alors ça suppose qu'on prépare dès maintenant ces années 25, 26, dans lesquelles on doit voir exploser la croissance européenne et la croissance française. La première chose à faire, c'est de mettre derrière nous le problème des finances publiques. Il faut rétablir les finances publiques de la nation. Parce que je sais que ça crée de l'inquiétude. Et que le fait d'avoir un niveau de dette qui est élevé, d'avoir des déficits plus élevés que ce qui était attendu, ce n'est pas dramatique, c'est une mauvaise surprise, mais il faut reprendre le contrôle. Garder le contrôle des finances publiques. Et pour garder le contrôle des finances publiques, vous avez 2 grandes options. Il y a ceux qui vous disent mais il n'y a qu'à augmenter les impôts des gens, comme ça fait des recettes. Et puis il y a ceux comme moi qui vous disent les impôts sont trop élevés, il faut surtout réduire la dépense publique. Je pense que le temps est venu de réduire la dépense publique pour la rendre plus efficace et rétablir nos équilibres de finances publiques. C'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est vous simplifier la vie. Il y a un projet de loi simplification qui est en cours de préparation. Croyez-moi, quand on est issu de la haute fonction publique, même si j'en ai démissionné, parce que je considère qu'un responsable politique ne peut pas être haut fonctionnaire, il faut savoir choisir dans la vie, mais simplifier n'est pas la chose la plus aisée à faire. Parce que vous avez des obstacles, parce qu'il y a des fonctionnaires, des administrations qui estiment que dans le fond, ce n'est pas intéressant de simplifier. Et puis parce que, comme je l'ai dit à un certain nombre d'entre vous au déjeuner, comme je l'ai dit à votre présidente, il y a un business de la norme. Il y a des gens qui vivent sur le dos de la norme. À chaque fois qu'il y a une norme qui a de la complexité, vous demandez un conseil. Et à chaque fois que vous demandez un conseil, c'est de l'argent et des choses à payer. Lorsque vous faites la vérification, la conformité de ce que vous avez fait avec les règles, les normes, ce n'est pas vous qui le faites. Vous êtes obligé de demander à quelqu'un de certifier la conformité à la norme. C'est de l'argent, c'est de la dépense. Donc simplifier, c'est aussi mettre sur la paille un certain nombre de gens ou mettre au chômage technique un certain nombre de fonctionnaires. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Mais croyez-moi, je suis totalement déterminé. Parce que la complexité, ça me saoule aussi comme ministre. Et croyez-moi, à chaque fois, je vois des océans de difficultés devant nous qu'on pourrait faciliter, simplifier très largement. Alors j'ai annoncé déjà un certain nombre de choses. Je prends l'exemple des CERFA. Il y en a 1800. 1800 CERFA en France. 1800 certificats administratifs. Il y en a au moins 1000, ils ne sont jamais utilisés, mais on les maintient au cas où. Ils ne servent à rien. Je pense qu'il faut supprimer tous les CERFA et je prends l'engagement que d'ici 2026, 80% des CERFA seront supprimés en France. Je prends la commande publique de l'État. Aujourd'hui, vous avez 3700 services achats, avec autant de plateformes informatiques. Donc à chaque fois que vous voulez avoir accès à une commande publique, il faut que vous alliez sur une de ces 3700 services achats ou plateformes informatiques. Demain, avec ce projet de loi, nous créerons une seule plateforme dématérialisée pour toute la commande publique de l'État, des hôpitaux et des établissements publics. Vous voulez avoir accès à un appel d'offres, vous voulez
soumettre, vous aurez une seule plateforme dématérialisée au lieu des 3700 qui peuvent exister actuellement. Même chose pour les procédures à destination des plus petites entreprises. Aujourd'hui, quand vous faites une soumission pour une commande publique, à chaque nouveau appel d'offres, vous êtes obligé de redéposer votre demande avec votre SIRET, avec la définition de votre entreprise. Donc vous multipliez les démarches administratives. Nous mettrons en place le dites-le nous une seule fois. Une fois que vous avez candidaté à un appel d'offres, ça vaudra pour tous les autres appels d'offres. L'administration n'aura plus le droit de vous redemander votre identité. Vous pourrez dire, attendez, je l'ai déjà donné au précédent appel d'offres, c'est terminé, maintenant vous vous débrouillez, vous avez des indications, vous avez des informations. C'est votre problème, ce n'est plus mon problème. Voilà de la simplification très concrète. Dans cette simplification, j'ajoute un point qui est un peu annexe, enfin, qui n'est pas dans le cœur du sujet, mais qui, je crois, est extrêmement important. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est les délais de paiement. Je pense que ça continue à poser un nombre de problèmes absolument incalculables aux très petites entreprises, qui ont des problèmes de trésorerie en général assez importants. Donc, j'ai demandé à mes services que nous traitions définitivement ce problème des délais de paiement pour les très petites entreprises et pour les PME, pour que vous n'ayez plus à avancer la trésorerie parce qu'un établissement public ou une collectivité locale ou l'État ne respecterait pas les délais de paiement qui lui sont impartis. La loi, ça vaut pour tous, et d'abord pour l'État et les collectivités locales. Ça, ce sera pour la simplification. Deuxième grand sujet, sur lequel il faut qu'on libère aussi vos possibilités, c'est le financement. Donc je souhaite que vous ayez accès à des financements plus rapides. J'en ai parlé avec la Fédération bancaire française. Et pour ceux qui ont des grands projets, parce qu'il y a des très petites entreprises qui démarrent, mais il y a aussi des ETI qui veulent grandir et qui ont besoin de financement massif, nous mettrons en place, dans les mois qui viennent, cette fameuse union des marchés de capitaux qui vous permettra de lever partout en Europe avec les mêmes règles l'argent dont vous avez besoin. Je trouve stupéfiant qu'en Europe, il y ait un marché unique des marchandises, un marché unique des biens, un marché unique des services, un marché unique des personnes, mais toujours pas de marché unique des capitaux. Ce qui fait que si vous voulez aller lever de l'argent pour votre entreprise, vous allez à Paris, à Lyon, à Marseille, où vous voulez, mais impossible d'aller à Berlin ou à Rome ou à Bruxelles ou à Amsterdam, parce qu'il n'y a pas d'union des marchés de capitaux, et que les règles du droit des faillites, les règles juridiques ne sont pas les mêmes d'une capitale et d'un pays à l'autre. Il faut que les règles soient les mêmes, que la supervision soit unique, pour que vous puissiez lever de l'argent autant que vous voulez, où vous voulez, en Europe, sans barrière, sans obstacle et sans complexité. Nous y arriverons. Dernière chose, ce qui a été dit sur l'Europe. Il faut vraiment que nous puissions changer complètement de mentalité. Il y a des élections européennes, je vous le dis parce que ça passe un peu inaperçu, mais le 9 juin, il y a des élections européennes. Donc je le rappelle, pour tous ceux qui auraient oublié, votez pour qui vous voulez, enfin j'ai une petite idée, mais votez le 9 juin. Mais ces élections européennes, elles doivent être un moment d'interrogation du projet européen. Ce n'est pas business as usual, je vais voter, je mets mon bulletin, on passe à autre chose. Sinon, ce n'est pas peine de voter, ce n'est pas peine d'avoir des élections. Il faut que ce soit le moment d'interroger le projet économique européen. C'est quoi le drame du projet économique européen? C'est qu'il n'y en a pas. En réalité, il n'y en a pas. On ne l'a pas renouvelé depuis des années et des années. Donc c'est toujours le libre marché, la concurrence équitable, l'ouverture tout grand des frontières, et puis tout ça va très bien fonctionner. Mais moi, je veux le dire à tout le monde qui nous écoute, ce modèle est mort. Il n'existe plus. Il y a eu le Covid, la réorganisation des chaînes de valeur, l'indépendance, la souveraineté. Il y a eu la nouvelle organisation des rapports de force commerciaux à travers la planète. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Mais la Chine pratique un interventionnisme massif depuis que le président Xi est au pouvoir et ne s'en cache pas. Soutient ses industries, développe massivement les véhicules électriques, développe massivement son aéronautique, ses fusées, ses lanceurs spatiaux, son intelligence artificielle, sa capacité à produire de l'énergie décarbonée. Enfin, ouvrons les yeux là-dessus. Réveillons-nous. Réveillons-nous sur la réalité du monde. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le Covid? Ils ont l'énergie la moins chère de la planète et ils ont mis en place l'Inflation Reduction Act qui fait que quand vous arrivez chez eux, non seulement ils vous offrent de l'énergie pas chère, mais en plus ils vous disent « je vous fais un chèque pour soutenir votre production sur le sol américain ».
Il est temps que l'Europe se réveille. Ça a bougé, un peu. Ça a bougé uniquement sous l'impulsion de la France et du président de la République. On dit attendez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on puisse apporter des aides à nos industriels. Il faut qu'on puisse soutenir l'innovation et la recherche dans un certain nombre de domaines. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je rejoins naturellement votre excellente présidente de Croissance Plus qui a eu les mots justes sur le sujet. Il faut que dans les appels d'offres, il y ait une part réservée à la production nationale et européenne. Alors je sais que c'est quasiment une provocation de dire ça en Europe, mais est-ce que vous croyez réellement que les Chinois ou les Américains s'embêtent avec ce genre de considération? Est-ce que vous croyez qu'il y a une seule éolienne sur les champs éoliens offshore qui sont installés sur les côtes chinoises? À 96%, c'est de l'équipement chinois, c'est réservé aux Chinois. Eh bien, faisons la même chose chez nous. Vous déployez des panneaux photovoltaïques en France, il faut que 30, 40, 50% soient réservés à de la commande française ou européenne. Vous déployez des champs éoliens offshore au large des côtes de la Bretagne ou de la Méditerranée, il faut que 40, 50 ou 60% de la commande soit réservée obligatoirement à des produits nationaux ou européens. Il n'y a que comme ça que nous défendrons notre industrie et que comme ça que nous défendrons nos intérêts économiques. Mais il faut se réveiller. Et les élections sont un moment d'interrogation de nos modèles et de nos choix de politique économique. Je vous donne un dernier exemple. Les bonus sur les véhicules électriques. Quand nous avons mis en place ces bonus sur les véhicules électriques, nous sommes dit véhicule électrique égale bien. Donc, bonus. C'est assez basique. Un bonus, c'est quand même 1,2 milliard par an. Hein. C'est pas de la roupie de Sansonnet, hein. C'est quand même un peu d'argent. Donc on donnait 1,2 milliard par an à des véhicules électriques, parce que véhicule électrique égale bien, égale bonus. Puis on s'est aperçu, au bout de 2 ans, ce qui est quand même bon d'interroger les politiques publiques, que quasiment la moitié de ces bonus allait vers des usines en Chine. Je suis allé nombre incalculable de fois en Chine, je suis allé visiter les entreprises BYD, qui est une entreprise tout à fait impressionnante. Elle produit des véhicules électriques. Et comme ils ne sont pas chers, je donnais des bonus à des véhicules électriques fabriqués en Chine. Donc, dans le fond, ces véhicules électriques chinois, ils avaient le soutien du Parti communiste chinois et du gouvernement français. Essayez d'être compétitif dans ce genre de situation. Impossible. Donc, j'ai décidé de réserver les bonus sur les véhicules électriques aux véhicules produits en Europe qui respectent les normes environnementales les plus strictes. Résultat des courses, l'importation de véhicules chinois a baissé de 50%. Donc, vous voyez que c'est efficace. C'est cette politique-là qu'il faut suivre, celle de la défense de nos intérêts, celle de la défense de nos technologies, de nos industries, de nos sites industriels. La Chine le fait, les Américains le font, il est temps que les Européens le fassent. Mon tout dernier mot sera plus personnel. Croissance Plus est une organisation exceptionnelle. Je rends hommage à Denis Père, je l'ai vu tout à l'heure, je crois qu'il a dû partir, mais il avait fait un boulot formidable. Je rends hommage à votre présidente, je rends hommage aux présidents successifs, parce que c'est une formation, je vais dire un truc un peu provoquant dans cette salle, mais c'est une formation qui ne s'est pas embourgeoisée. Vous ne vous êtes pas embourgeoisé. Vous avez toujours faim. Et dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, comme dans la politique, même si je sors du déjeuner qui était excellent, il faut toujours avoir faim. Ayez faim et on gagnera comme ça. Merci, Monsieur le Ministre. Parmi les gens qui ont faim, je vais donner le premier micro peut-être à Madame la Présidente. Pardon, Audrey. Oui, je t'en prie. Tu peux ou tu passes Je vais passer la parole à notre vice-président. Je te laisse te présenter à Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, Alexandre Pébreau, fondateur de Tophon Global, une entreprise de télécom et de digital. Nous sommes 400 dans le monde, nous faisons 500 millions de chiffres d'affaires. Nous avons très faim, puisque c'est en 6 ans qu'on s'est transformé. Audrey a mentionné le sujet de la transmission d'entreprise. Effectivement, nous avons aussi très faim de reprise d'entreprise. Comme vous le savez, ça va être un sujet pour des centaines de milliers de PME à reprendre dans les années qui viennent. Nous, c'est un sujet, bien entendu, un enjeu pour notre pays et pour notre économie crucial.
nous, les entrepreneurs français, et surtout, on a un peu le sentiment, par rapport à nos collègues allemands ou italiens, que la transmission en France, c'est l'occasion, c'est un événement fiscal où il y a beaucoup de taxes et de prélèvements, et pas un sujet économique. Alors que nos voisins le voient d'abord comme un sujet économique, un sujet de la pérennité de l'entreprise, d'être sûr que ça va bien se passer, et puis bien sûr aussi toujours un sujet fiscal. Monsieur le ministre, pour ce sujet critique de la transmission, quelle est votre vision d'abord et quelle est votre stratégie? Vous avez parfaitement posé la question. C'est un sujet idéologique et culturel. En Allemagne, en Italie, la transmission familiale, c'est bien. En France, c'est mal. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc dans un cas, on soutient, on aide, on simplifie, et vous avez des entreprises de taille intermédiaire familiales très puissantes en Allemagne et en Italie, qui font toute la solidité du tissu économique italien et allemand. Et en France, il y a des familles qui ont fait des choses tout à fait exceptionnelles, qui se battent pour essayer de transmettre leur patrimoine, mais ça reste difficile. Nous avons mis en place le Dutreil. J'ai simplifié le Dutreil. J'ai consolidé le Dutreil. Et je vous annonce ce matin que je n'ai aucune intention de retoucher au Dutreil. Il est très bien comme il est, on n'y touche plus, et ça garantira la transmission des entreprises familiales. Vous avez besoin de stabilité et de visibilité en matière fiscale. On peut toujours améliorer, bien entendu. Donc à chaque fois, on me dit on peut améliorer ceci, améliorer cela. Oui, mais parfois, le meilleur des impôts, c'est celui qui ne bouge pas. La stabilité fiscale, ça a beaucoup de vertus. Ensuite, il y a un deuxième combat à gagner. Celui-là, il n'est pas gagné, il ne dépend pas que de moi. C'est le combat culturel. C'est de faire comprendre à notre pays, à tous nos citoyens, qu'avoir des entreprises familiales solides, ça ne doit pas susciter la jalousie ou l'envie. Ça doit susciter au contraire l'admiration. Moi, je suis admiratif des empires qui ont été construits par un certain nombre de citoyens français qui sont lancés dans cette aventure et qui légitimement ont envie de transmettre ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, dans les meilleures conditions possibles. C'est ma vision du capitalisme familial. Mais aujourd'hui, je ne vais pas citer des exemples parce que chaque exemple est un peu critique, mais on pourrait prendre la famille d'Ornano, on peut prendre la famille Beignet, on peut prendre d'autres familles qui ont créé des empires incroyables du point de vue industriel, mais ça devrait être un motif de fierté et pas un motif de jalousie. On est bien content d'avoir des entreprises de taille intermédiaire, familiales, solides, avec des emplois, avec des qualifications, qui recrutent et qui, dans le fond, racontent aussi une histoire de France. L'histoire de France, ce n'est pas que l'histoire de son État, c'est aussi l'histoire de ces entrepreneurs que vous représentez ici et que je défends. Audrey, le micro avec Alexandre. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai une petite question concernant la commande publique et concernant le digital. Aujourd'hui, on le voit trop régulièrement, malheureusement, toutes les données de santé, par exemple, dans le cadre du Health Data Hub, sont hébergées sur des clouds américains. Pourtant, en France, on s'est doté du meilleur système de sécurité digitale avec SecNum Cloud. Et on nous répond que, la CNIL répond, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a aucun partenaire français capable d'héberger de telles données. Comment faire? Si on perd la bataille du cloud, je reprendrai les termes du président, de l'ancien président de l'ANSSI qui disait on perd également la bataille de l'IA. Comment faire déjà pour héberger ces données-là, ces données françaises qui sont menacées par l'extraterritorialité en France, tout simplement? En se dotant exactement de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire SecNum Cloud, qui est très efficace, et en utilisant cette protection pour y placer ces données les plus sensibles. Je ne dis pas placer toutes vos données, parce que vous avez besoin après de les valoriser, vous avez besoin des logiciels de Microsoft, pour ne citer qu'eux, ou d'autres logiciels. Mais sur les données les plus sensibles, je vous appelle vraiment à utiliser ce dispositif SecNum Cloud, qui est l'assurance d'une souveraineté numérique, de la protection de vos données les plus sensibles et de l'absence d'utilisation par les géants du numérique américains.
Alors ce qui est très difficile, on se dit tout, c'est que nos partenaires européens, eux, dans le fond, sont beaucoup moins sensibles que nous à cela. Et ils se disent, mais après tout, que ce soit hébergé chez des Français, des Allemands ou chez des Américains, c'est la même chose, c'est nos amis et c'est nos alliés. Nous, on voit les choses différemment, donc il nous reste un peu de chemin à parcourir pour convaincre nos partenaires européens que nous devons protéger nos données, qui sont une garantie d'indépendance et qui sont aussi une garantie de valorisation de notre production industrielle. Merci, monsieur le ministre. D'autres questions dans la salle? Oui. Henri, tu as levé la main tout à l'heure. Henri Boucher. Monsieur le ministre, le micro va fonctionner, sinon ce sera le mien. Merci Nicolas. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ouais. Monsieur le ministre, bonjour. Donc Henri Boucher. Donc moi je dirige une PME de 250 personnes, en particulier dans le monde de la santé. Alors là, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait préparé une question et que finalement, c'est Audrey qui l'a prise. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est intéressant. On a appris ce matin, c'est qu'il y en avait d'autres, donc on s'adapte. La question du coup que je vais vous poser, vous avez pas mal parlé de normes. À l'aube de ces élections européennes, il y a quand même les sujets de la CSRD qui arrivent. Au prisme de nos entreprises, ça peut être vécu comme une lourdeur supplémentaire, même si l'objectif est sain et positif pour la transformation écologique de nos industries, de nos pays, de notre économie. Quelle est votre vision par rapport à cette lourdeur administrative supplémentaire? Pour tout vous dire, on s'est beaucoup battu pour avoir le dispositif le plus simple sur CSRD. Il a été adopté en 2022, il est là. On ne gagne pas sur tout, on a perdu un certain nombre de combats aussi, par exemple sur la neutralité technologique en matière énergétique. Maintenant, la directive a été adoptée et elle va s'appliquer. Avec une obligation de publication dans le rapport de gestion des informations en matière de durabilité. Je pense qu'il faut voir ça de manière positive, c'est-à-dire que si ça peut être fait de manière simple, cohérente, après tout, ça peut être valorisant aussi pour nos entreprises. En revanche, pourquoi je me bats et sur quoi j'obtiendrai gain de cause, c'est la sanction si vous ne respectez pas la directive. Aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est que si vous ne respectez pas les règles de déclaration en matière de durabilité, s'il y a ce qu'on appelle un délit d'obstacle, la sanction est pénale sur le chef d'entreprise. Vous encourez une peine de prison. Je trouve ça révoltant. Donc je prends l'engagement que ce dispositif excessif, imprécis, sera retiré, que nous supprimerons la pénalisation au titre du non-respect de CSRD. Vous devez remplir votre obligation, mais pas être menacé de peine de prison lorsque vous faites tranquillement votre métier d'entrepreneur. Merci pour la question et pour la réponse. Edith, qui m'avait fait signe tout à l'heure. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Edith Tournel, je dirige une SN de 130 personnes qui est spécialisée dans la relation client, qui intervient donc aux côtés des grandes entreprises ETI. Et je suis par ailleurs maire adjoint dans une commune proche de Paris, donc en charge des finances, accessoirement. Mais alors justement, ma question elle est un peu à la croisée des chemins. Vous avez un grand enjeu de simplification de l'administration et de recherche d'économie. Comment aller plus vite et plus loin? Parce qu'effectivement, l'exemple que vous avez pris sur la diminution du nombre de CERFA est tout à fait éclairant, mais il y a énormément de cas d'usage, si on peut dire, à mettre en place, à des mutualisations. Et moi-même, qui suis dans mon rôle de maire adjoint depuis 15 ans, je constate que la mutualisation n'est pas dans les gènes, c'est le moins qu'on puisse dire, des administrations, des collectivités locales, des mairies, puisque j'en fais partie, alors même que ça peut être un facteur d'économie. Alors c'est un sujet qui est intéressant, moins pour les entreprises, mais pour la nation tout entière, pour effectivement chercher à matérialiser ces économies par des changements progressifs. Bien sûr, il faut prendre le temps, avec de nouveaux outils digitaux qui existent et qui permettent des gains de productivité, appelons les mots comme ils sont. Voilà. Je peux vous inviter à poser la question, Edith, c'est bon? C'est ma question, c'est comment vous réagissez par rapport à cette ouverture qui probablement va encore plus loin que ce qui peut être en cours de... Ma réaction est enthousiaste. Moi, je vous dis oui et 3 fois oui. Donc, je crois à la mutualisation, je crois à la simplification. Je donne un exemple très concret. Il y a un truc qu'on a très bien simplifié, parce qu'on est très fort en matière d'impôts en France, c'est la DGFiP. Aujourd'hui, je pense que les impôts, c'est simple en France.
On vous envoie votre déclaration, tout est dématérialisé, vous pouvez corriger comme vous voulez, quand vous voulez, au fur et à mesure de l'année, en fonction de l'évolution de vos revenus, et le prélèvement se fait à la source. Très bien. Mais vous avez de l'autre côté les URSSAF, qui viennent vous prélever, et puis je passe sur les contrôles URSSAF, parce qu'on pourrait écrire des poèmes sur les contrôles URSSAF, mais des poèmes parfois un peu absurdes. Pourquoi y a-t-il 2 organismes de prélèvement? Vous parlez de mutualisation. Je pense que la mutualisation du prélèvement URSSAF-DGFiP, qui vous simplifierait la vie, vous éviterait des contrôles, éviterait des doubles déclarations. Voilà un projet qui me paraît un très beau projet. Alors on me dit c'est lourd, c'est compliqué, il y aura des croisements de données. Oui, mais ça vous simplifie la vie. Et dans le fond, c'est lourd, c'est compliqué, les croisements de données, c'est mon problème de ministre. Ce n'est pas votre problème d'entrepreneur. Moi, mon rôle, c'est de vous simplifier la vie et de prendre la complexité sur moi, sur mon administration, sur mes services et sur mes conseillers. Donc je donne un exemple de mutualisation qui me paraîtrait intéressant. C'est la mutualisation URSSAF-DGFiP pour que vous ayez moins de déclarations à faire, plus de simplicité et plus de visibilité sur vos prélèvements. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, vous nous avez fait l'honneur et l'amitié d'accepter de venir un long moment ici, avant cette séquence et maintenant. Votre agenda est contraint, on n'imagine pas comment, donc merci déjà pour ce temps accordé. Audrey, si on doit saluer le ministre avant son départ, quels seraient les derniers mots de Madame la Présidente? D'abord, je vous remercie chaleureusement d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et comme vous le savez, notre thème du Spring Campus cette année, c'est « J'irai au bout de mes rêves ». Donc, alors, quel est le rêve de Bruno Le Maire? Je vous offre ce micro. Eh bien, merci à tous. Bruno, vous voulez ça? Profitez du soleil, profitez d'Avignon, et il y a une pensée pour le pauvre ministre qui doit retourner à Paris gérer ses dossiers. Pour les rêves, je les garde pour moi, vous les connaissez. Au salut de votre ministre, monsieur Bruno Le Maire. Merci.